Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce grand débat pour le second tour des élections au Conseil des États à Genève. Ce grand débat sera animé par Rachad Armagnos de la rubrique politique de la Tribune de Genève et par moi-même, Frédéric Julliard, rédacteur en chef. Le 12 novembre, le peuple va désigner 2 élus pour représenter Genève à Berne. Depuis 16 ans, la gauche occupe ces 2 sièges genevois, mais pour la première fois cette année, la droite a de réelles chances de changer la donne parce qu'elle part avec une liste unie. Aujourd'hui, avec nous, nous recevons les 4 principaux candidats pour ce second tour que je vous présente dans leur ordre d'arrivée lors du premier tour du 22 octobre. Mauro Poggia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat du MCG, vous avez été conseiller d'État à Genève pendant 10 ans, en charge notamment de la santé et de la sécurité. Vous êtes avocat, vous avez 64 ans. Lisa Mazzone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère aux États vertes depuis 2019. Vous avez également été conseillère nationale pendant une législature et vous avez 35 ans. Carlos Sommaruga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller aux États socialiste depuis 2019, après avoir été conseiller national pendant 16 ans. Vous êtes avocat et président de l'ASLOCA, vous avez 64 ans. Céline Amodru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère nationale, vice-présidente de l'UDC Suisse et cadre dans une banque privée, vous avez 44 ans. Notre débat va traiter des grandes questions qui intéressent la population genevoise, la mobilité et le climat, l'immigration et l'Europe, l'assurance maladie et le pouvoir d'achat. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par la mobilité. Ma première question va s'adresser à Lisa Mazzone. Pour lutter contre la saturation du trafic, la Confédération prévoit la construction d'autoroutes à 6 pistes en Suisse et envisage également à terme une 2e voie CFF entre Genève et Lausanne. Vous vous êtes opposé à l'élargissement de l'autoroute. Pourquoi ? On a un enjeu climatique urgent et ça implique de faire des choix, notamment en matière de mobilité. Et puis avant tout, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à Berne, vous avez une concurrence en réalité entre le rail et la route. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la population genevoise attend que l'on investisse dans le rail. Et c'est pour cette raison que le Conseil d'État genevois nous a recommandé de ne pas soutenir cet ajout pour l'autoroute entre la portion genevoise. Pourquoi le Conseil d'État nous a recommandé ça? Dans une note qui nous a été remise. Pourquoi il nous a recommandé ça? Parce que en réalité, de l'inscrire, ça a été ajouté dans le débat du Conseil national par un Bernois. Quel était l'intérêt de ce Bernois? C'était de rendre ce projet des milliards pour de grandes autoroutes qui concurrencent directement des liaisons de train, c'était de rendre ce projet plus acceptable par la Suisse romande en cas de votation populaire, puisqu'il y a une campagne référendaire. Le problème, c'est qu'on dit, bon, bah voilà, on a ajouté, on aurait obtenu quelque chose. En réalité, ça ne change rien. Ça nous a été dit très clairement en commission. Le projet ne va pas aller plus vite. Il est prévu pour la tranche suivante. Ça ne change absolument rien de le mettre maintenant. Par contre, dans la psychologie parlementaire, ça a un impact. Genève a reçu quelque chose et ça va être beaucoup plus dur, et on le ressent déjà maintenant, pour les projets ferroviaires qui sont la priorité absolue, de rejoindre, de rallier non seulement le reste de la Suisse, mais aussi le trafic de l'agglomération, parce que si on développe enfin le rail dans l'agglomération, on a commencé avec cette colonne vertébrale qu'est le Léman Express, qui a un succès qui dépasse toutes les attentes. Il faut poursuivre, il faut absolument poursuivre, et c'est comme ça qu'on pourra soulager le trafic dans notre agglomération, dans la ville, réduire les bouchons, réduire le bruit, réduire toutes les nuisances qui sont liées au trafic. Mais pour ça, il faut aller chercher ces financements pour le rail. Madame Amodru, Madame Mazzone dit c'est ou. Il faut choisir entre le rail et la route. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je préfère le « et ». Je trouve ça beaucoup plus constructif. Aujourd'hui, nous prenons clairement la liberté du mode de transport. Il faut se rendre compte que pas tout le monde a cette possibilité d'abandonner sa voiture. Notamment, je pense aussi au transport de commerce. On le sait énormément, ils ont besoin de ces autoroutes. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas faire une politique pour défendre Genève en étant dogmatique. Ça, c'est un vrai problème.
Et je suis très heureuse d'ailleurs que le nouveau conseiller fédéral, M. Albert Rochety, a bien compris cela, a bien compris la sensibilité et les enjeux pour la Suisse romande, parce qu'il y a Genève, mais il y a aussi, je dirais, tout l'arc lémanique. Et il a très clairement dit qu'il ne privilégierait aucun moyen de transport, mais n'en exclurait aucun. Et c'est ça qui est très important, c'est de n'exclure aucun. Donc, évidemment qu'il faut renforcer le transport du rail, c'est très important et indispensable. On voit d'ailleurs à quel point Genève est péjorée en ce moment avec le rajout de minutes. C'est presque 15 minutes en plus Genève-Berne. C'est pas acceptable pour les Genevois, mais fort heureusement, on a développé un budget pour la gare de Cornavin. Et là, on est tous d'accord. Et dans un autre cadre, on doit aussi investir pour la route parce que c'est aussi un moyen dont nous avons besoin. Et j'aimerais rajouter encore un dernier élément, c'est bien évidemment la traversée du lac. Je sais que M. Samourouga et Mme Madzon adorent dire qu'ils ont voté tout comme ce que disent les Genevois, mais je crois que les Genevois ont été très clairs sur la volonté d'avoir cette traversée du lac et il n'en est rien. Donc il faut vraiment, c'est ce que nous, on entend, c'est de travailler en parallèle les deux options, et le rail et la route, mais pas en exclure un. Peut-être que j'aimerais rajouter quelque chose sur cette traversée du lac qui a fait perdre beaucoup d'énergie politique à Genève, à Berne, en délaissant effectivement tout ce qui était les installations ferroviaires et le développement du réseau, l'amélioration du réseau. Pendant des années, les responsables du département des transports ici à Genève se sont concentrés sur cela. C'était effectivement des personnes de l'entente. Le premier qui a vu qu'il y avait à changer de paradigme, c'est M. Dalbousco, qui lui ensuite a commencé à travailler aussi avec la députation auprès de Berne, donc conseiller aux États notamment, et Mme Madzon et moi-même, pour faire en sorte qu'on revienne dans le setting. Parce que le problème de la traversée du lac, quel que soit le vote des Genevois, c'est que s'il n'est pas inscrit par l'administration comme étant on va dire à maturité, il ne sert à rien en fait. C'est-à-dire qu'il faut que le projet puisse être inscrit et il doit remplir un certain nombre de conditions. Et il n'a jamais rempli ces conditions, notamment, je veux dire, l'intégration dans le projet d'agglomération, ça n'est pas le cas. Donc on ne peut pas venir nous dire qu'il y a une espèce de dogmatisme. Je pense que le dogmatisme, il est de l'autre côté, en disant traverser du lac, mais le problème, il est qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à s'insérer. Donc nous avons une position qui est une position de renforcement des transports ferroviaires et de négocier avec nos collègues du Conseil des États pour que les projets qui concernent Genève puissent avancer. Merci. Carlos Samourouga, pour vous, l'aéroport est une source de nuisance pour les riverains à Genève. Ça pèse très lourd dans le bilan carbone de Genève. Et la gauche veut réduire son activité. Pourtant, est-ce qu'on peut se le permettre, sachant que l'aéroport est vraiment crucial pour l'économie et l'attractivité du canton? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Moi, je suis pour une Genève internationale forte, que ce soit d'ailleurs au niveau des organisations internationales, que ce soit également pour, disons, les grandes entreprises qui viennent s'installer ici. Et donc, il faut un certain nombre de conditions cadres. Les conditions cadres, c'est aussi un aéroport qui soit au service de cette Genève internationale. La question, c'est plutôt, on va dire, le commerce qui est fait autour des voyages bon marché, de petite durée ou de courte durée, de courte distance, qui pourraient être remplacés par des transports ferroviaires. Et c'est là où il y a un énorme problème, où on voit qu'il y a énormément de vols. Ce qui peut être fait aujourd'hui, c'est naturellement de réduire les vols qui sont nocturnes, qui arrivent très tard. Ça, c'est le problème et des grandes nuisances. Et naturellement, il faut avoir une exigence extrêmement forte sur la performance en CO2 ou en réduction de CO2 sur les aéronefs qui viennent se poser à Genève. Il y a quelque chose qui a été fait dans ce sens par l'aéroport, mais ça reste aujourd'hui encore insuffisant. Donc, un aéroport qui fonctionne pour la Genève internationale, qui réduise les nuisances sonores et la production de CO2, ça, je crois que c'est l'objectif à avoir en fin de compte. M. Poggia, et vous, quelle est votre vision? Je pense qu'effectivement, Genève ne serait pas Genève sans notre aéroport. On comprend bien que la vision qui s'est exprimée au milieu du siècle passé fait que Genève a pu se développer en tant que pôle international avec les organisations internationales. On a vu à quel point, durant la crise Covid, on a été lourdement affecté lorsque l'aéroport ne pouvait pas fonctionner comme il se doit à cause des restrictions sanitaires. Maintenant, évidemment, il y a des riverains et on comprend bien que la technologie,
ne va pas assez vite. Je pense qu'effectivement, là, il faut aussi qu'au niveau de la Confédération, on encourage tout ce qui est essais pilotes avec d'autres types de propulsion de nos avions. Mais il y a aussi déjà quelque chose à faire, je pense, en priorité. Nous avons des vols low cost qui sont à ce point serrés dans leurs horaires qui arrivent systématiquement en dehors des fourchettes horaires. Et les riverains en subissent les conséquences. Je pense que là, il doit y avoir des taxes dissuasive pour ces compagnies low cost, pour qu'elles se planifient différemment, pour arriver dans des fourchettes horaires. Je pense que quand on est à proximité de l'aéroport, on a le droit d'avoir des plages horaires durant lesquelles on se repose. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre aéroport est en compétition aussi internationale et nationale avec d'autres pôles du même type et qu'on ne peut pas faire en sorte que Genève ne soit pas attractif dans ce domaine. Il en va de notre économie, mais aussi de la Genève internationale. On dit un peu tout et son contraire. À un moment, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Et l'enjeu ou le débat, c'est pas est-ce qu'il y a un aéroport à Genève ou est-ce qu'il n'y en a pas. Il y a un aéroport, il est important pour notre région, il est important pour la Genève internationale. Mais quand vous avez l'aéroport de Zurich qui ferme à 11h, alors que l'aéroport de Genève ferme à minuit avec des retards qui ont été mentionnés, bah oui, on voit très bien qu'il y a une marge de manœuvre dans le sens du respect de la population, du respect de la santé. Et les enjeux technologiques, en réalité, on le voit, il y a une forme de plafonnement des gains qu'on peut avoir par la technologie. Donc, il y a un vrai choix. Et ce choix, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas honoré à Berne. On le voit encore pas plus tard que la semaine dernière, où la commission de l'environnement du Conseil des États vote pour suspendre les normes de bruit pour les nouveaux logements, faire des dérogations indéterminées aux abords de l'aéroport. Et c'est contre cette vision qu'on a besoin d'avoir un engagement clair, aussi en tant que canton qui représente une population riveraine de l'aéroport, et qu'on dise très clairement, vous avez toute une partie de la rive droite qui est rendue inconstructible à cause de cet aéroport. Simplement inconstructible, c'est le formol aéroportuaire. Et c'est plus possible, c'est plus dans l'intérêt de notre région, donc il faut une réorientation et elle se décide aussi en partie à Berne. Madame Amodru, Lisa Mazzone dit en clair que la technologie, les améliorations technologiques ne vont pas pouvoir tout faire pour réduire les nuisances. Est-ce qu'il faut réduire la voirie ? Bon, je crois que ça a été dit, mais je le répète, l'aéroport est essentiel d'un point de vue économique pour Genève, pour la Genève internationale, et il n'est pas question d'envisager Genève sans aéroport. Ça, je crois qu'il faut être très clair. Maintenant, on est tous sensibles, ça je crois que c'est une évidence, aux riverains, et on doit respecter très clairement leur qualité de vie. Ça, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, moi, je mise sur toujours la dissuasion que la taxation. D'ailleurs, la population s'est aussi prononcée dessus. J'aimerais quand même rappeler que la loi COD mettait des taxes et elle a été refusée. Acceptée par la population genevoise. Madame Adjo, je ne vous ai pas interrompu. Volontiers, je voulais juste préciser. Non, mais c'est inélégant. J'aimerais quand même, puis c'était une votation suisse, c'est aussi important peut-être de le rappeler, et vous allez aussi dans un gouvernement national, Madame Mazzone. Non, je sais bien, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Les taxes, la dissuasion et l'encouragement plutôt. Voilà, exactement, merci beaucoup. Et j'aimerais quand même rappeler que ces taxes seront répercutées sur la population. Et moi, je pense toujours au pouvoir d'achat de la classe moyenne. La classe moyenne a le droit de voyager. Elle n'a pas le droit de ne plus pouvoir voyager ou seulement par le train ou seulement par la route. Il y a des endroits qui sont inaccessibles. Et de ce fait, je privilégie très clairement l'innovation. Et je crois que l'aéroport de Genève est quand même assez sensible à cette question. Les compagnies d'aviation doivent vraiment faire quelque chose, faute de quoi, à un moment donné, ça sera à l'encontre pour elles. Mais en aucun cas, la classe moyenne doit ne plus pouvoir voyager. Cela, c'est quelque chose auquel moi, j'aimerais quand même rajouter quelque chose. C'est-à-dire que la question des taxes qui est évoquée par Madame Amodru, c'est les taxes qu'on voulait faire supporter aux citoyennes et aux citoyens. En fait, là, il s'agit de taxes dont parle Monsieur Poggia aussi. C'est quoi? C'est en fait des taxes aux compagnies, c'est-à-dire pour les inciter à changer de comportement. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement important de savoir. Il faut que finalement, il y ait un coût supplémentaire qui amène les compagnies à changer leur mode de travailler et donc leur
leur business à faire de manière générale. Je crois que ça, c'est important. La ce deuxième chose que sera j'aimerais dire, répercuté sur vous avez dit à Madame Mazzone de pas vous interrompre, et je demande la même chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que effectivement, la loi sur le CO2 prévoyait un certain nombre de taxes incitatives qui étaient ensuite redistribuées. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, le peuple genevois l'a accepté, cette loi sur le CO2. Alors nous, on va à Berne, non pas pour aller représenter Appenzell ou pour représenter Zurich ou pour représenter Bâle, mais la population genevoise. Et la population genevoise nous a donné finalement un mandat d'être assez offensif en matière de protection du climat et en matière d'environnement. Ce que vous dites à l'instant me permet de rebondir. Effectivement, l'un des enjeux pour les élus à Berne, c'est de réussir à défendre les intérêts de Genève. On l'a vu avec le nouvel horaire CFF, c'est pas toujours un grand succès. Genève va être bientôt à 40 minutes de Lausanne, ce qui fait à peu près 80 à l'heure, alors que les trains circulent à 150 entre Berne et Zurich. On devra changer à Renan pour aller dans certaines régions, parfois même à Lausanne. Là-dessus, comment faire mieux pour que Genève soit entendue à Berne, notamment en matière de transport, mais aussi dans les autres domaines, Lisa Mazzone? La première chose qu'il est important de dire, c'est que notre duo que nous formons avec Carlos Maruga, il est représenté dans des commissions qui sont importantes pour Genève, par exemple dans la commission des transports, en l'occurrence par moi-même. Et on a obtenu, grâce à ce travail, des crédits supplémentaires pour une variante plus ambitieuse de la gare souterraine de Cornavin. On a aussi obtenu encore, en début de semaine, une orientation claire pour une ligne supplémentaire, une redondance entre Genève et Lausanne qui permettent que si un trou de Tojlochna arrive à nouveau, nous soyons du coup toujours reliés au reste de la Suisse. J'en suis rapporteuse au plénum. Donc c'est un travail qui paye. Le problème de ces horaires CFF, et moi j'étais absolument scandalisée, d'ailleurs je me suis exprimée à plusieurs reprises à ce sujet, le problème c'est qu'il a été négocié avec les cantons. Et c'est des discussions qui n'ont pas lieu au Parlement. Dès que nous avons été au courant de ces horaires, nous avons pris des contacts avec le patron des CFF, M. Ducrot, avec les villes concernées pour créer une contre-offensive. Et on est maintenant en train de négocier fortement. On a convoqué d'ailleurs une séance à Berne. Moi, je suis personnellement vice-présidente d'Ouestrail, donc on travaille avec notre partenaire aussi, nos partenaires neuchâtelois, pour intervenir. Donc on continue d'être offensif, mais il y a eu, je pense, une erreur fondamentale de la part des cantons d'accepter une variante qui était une variante qui désavantage la deuxième ville de Suisse. Et je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement arrivé dans le logiciel en Suisse alémanique, c'est que les Genevoises et les Genevois veulent du rail. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se focaliser que se concentrer. Parce qu'il faut faire passer ce message-là. Nous voulons du rail, nous voulons développer le réseau ferroviaire, nous voulons que l'essai du Léman Express, qui est plus qu'un essai vu qu'il est amplement réussi, soit répliqué, ce ne soit que le début d'une grande aventure du rail à Genève. Et pour ça, il faut un engagement clair, sans faille, et il faut miser sur des projets réalistes et des projets qui avancent. Et c'est ce qu'on fait justement avec tout le travail qu'on fait en coordination avec le Conseil d'État en faveur du développement du rail. Bon, juste Merci. peut-être une réaction. Je suis le seul qui n'est pas un parlementaire sortant, donc je ne suis pas au courant exactement de tout ce qui s'est discuté, de quelle manière. Moi, je constate les choses. Les dernières années, j'étais ailleurs, comme chacun le sait. Ça fait maintenant 4 législatures que Genève est représentée par 2 élus de gauche. Quand je me promène dans la gare de Cornavin par rapport à la gare de Zurich, je suis scandalisé à quel point nous avons été oubliés. C'est 2 poids, 2 mesures. Malgré notre force économique, l'impact que Genève a sur la Suisse internationale, sur l'image de la Suisse dans le monde, nous avons une gare qui a 50 ans de retard. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est ça que j'aimerais savoir. Moi, quand vous nous dites, quand j'ai vu que finalement, on n'avait pas protégé Genève, j'ai réagi. Mais ce qu'on vous demande, c'est pas de réagir, c'est d'anticiper pour représenter Genève. Bon, ça me fait un peu sourire, cette intervention de M. Podja. M. Podja était au gouvernement genevois quand les CFF négociaient le nouvel horaire pégeant la situation des Genevois. Avec qui? Avec le département de la santé et de la sécurité? Vous avez des décisions de gouvernement, vous n'êtes pas désolidarisés, et donc vous supportez cette responsabilité. Alors c'est aujourd'hui vraiment particulier de venir nous faire porter une responsabilité alors que vous étiez à la négociation comme gouvernement. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut
distinguer les débats qui sont les débats genevois et les débats fédéraux. La question de la gare des CFF à Genève, ça a été une bagarre genevoise où il y avait différents projets qui étaient là, avec des groupes d'intérêt à Genève qui se sont battus. Finalement, le projet le plus intéressant avec ces lignes souterraines qui vont arriver, qui vont se construire, il a passé. Mais aujourd'hui encore, il y a sur Genève des personnalités ou des personnes qui essaient de mettre les bâtons dans les roues dans ce projet. Mais ça, c'est Genève, c'est pas à Berne. Et donc, la collaboration actuelle et dans les derniers 4 ans avec Monsieur Dalbusco a été excellente sur ce projet, sur les différents projets ferroviaires, justement aussi pour faire. Alors, c'est un peu facile de venir critiquer la gare quand on est aussi co-responsable d'autres problèmes ferroviaires. Mauro Poggia, vous dites finalement que vous espérez, si vous êtes élu, mieux défendre Genève à Berne que ça n'a été fait. En même temps, vous n'aurez pas de groupe, le MCG n'a pas de groupe au niveau fédéral. Comment est-ce que vous comptez peser si vous êtes élu le 12 novembre? Il y a 2 choses dans votre question. Le MCG n'a pas de groupe, c'est vrai. Le fait que Poggia n'a pas de groupe, c'est pas vrai. Donc, les électrices et les électeurs, rassurez-vous, je ne viendrai pas au Parti Socialiste, je crois que vous ne me voulez pas. Donc, vous étiez prêt à aller même au Parti Socialiste. Les électeurs qui Socialiste. soient rassurés, Poggia ne sera pas un électron libre. Si je vais là-bas, c'est pour faire du travail. Et en plus, dans un groupe d'un parti de droite, où effectivement il y a une sensibilité propre au MCG parce que c'est une sensibilité genevoise qui doit être apportée sur certaines questions, notamment l'assurance maladie, mais aussi des affaires sociales. Le MCG a démontré aussi sa fibre sociale dans passablement de sujets. Donc qu'on se rassure, je serai dans un groupe, je travaillerai avec un groupe et j'espère pouvoir travailler en plus dans les commissions dans lesquelles j'aurai l'expérience voulue pour apporter ma contribution. Dans quel groupe ? Vous le saurez le moment venu. Pour des raisons que je respecte, mes interlocuteurs souhaitent que les choses se décident par les groupes en question une fois que l'ensemble des députés soient élus. On comprend bien que ce sont eux qui doivent prendre les décisions finales, même si les portes sont ouvertes, et ce sera après l'élection du 12 novembre. Je peux me permettre une petite remarque comme ça, anecdotique, à ce propos. En fait, il y a un principe qui vaut au Conseil des États, c'est l'ancienneté. En fait, les commissions sont attribuées selon l'ancienneté. Et en fait, quand il y a des élus qui figurent déjà dans une commission, il n'y a personne qui sait cela. La seule place libre à ce stade, par exemple dans la commission de la santé qui est visée par M. Poggia, c'est celle de l'UDC, puisque M. Alec Couprecht a laissé libre cette place, il ne s'est pas présenté. Donc, en d'autres termes, aujourd'hui, si M. Poggia veut siéger dans une commission de la santé, je considère qu'en face de nous, on a 2 candidats UDC. Excusez-moi, Monsieur Sommaruga. Donc, la première des choses, c'est pas vous qui décidez qui va dans quelle commission. Et même s'il y a des règles qui sont des règles mises en place par les anciens dont vous faites partie pour faire en sorte que les nouveaux fassent la queue derrière eux plutôt que mettre en évidence leurs compétences, c'est pas le cas de l'ensemble des groupes. Pour le surplus, excusez-moi, mais en ce qui vous concerne et en ce qui concerne Madame Mazzone, dans le domaine qui préoccupe au numéro 1 la population genevoise, qui est celui de l'assurance maladie, vous n'avez certainement pas été une force de proposition. Que vous soyez ou non dans la commission de la santé, vous avez cette force de proposition en tant que parlementaire. Vous n'avez déposé aucun texte sur le sujet. D'abord, c'est faux parce que le premier texte que j'ai défendu quand je suis arrivée au Parlement, je m'excuse, je me permets de répondre vu que nous sommes attaqués directement, que j'ai défendu et que j'ai présenté en commission quand je suis arrivée au Parlement, c'était la possibilité pour les cantons de pouvoir mettre en place au niveau cantonal une caisse publique et unique d'assurance maladie. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien beau les grands slogans dans les campagnes, mais ce qui compte, c'est le travail concret au sein du Conseil. Avec qui vous travaillez. 46 personnes, c'est le Conseil des États, c'est 2 classes d'école. Donc l'enjeu, c'est comment vous faites des alliances, quelle place vous avez, quel rôle vous avez. Et on peut déposer à tour de bras des textes qui sont ensuite vaguement discutés, mais c'est pas ça qui est efficace. Ce qui est efficace, c'est de travailler au sein des commissions, de saisir chaque opportunité pour discuter avec nos interlocutrices et nos interlocuteurs, et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait aussi en matière d'assurance maladie, mais aussi dans la lutte contre les lobbies, parce que on sait qu'un des grands enjeux pour trouver des solutions au sein du Parlement, c'est de traiter, de mettre enfin sur le tapis cette question de la place des lobbies, notamment dans la commission de la santé. Et à ce titre, encore la semaine dernière, on a la commission des États a donné suite à une proposition de ma part qui est justement de faire enfin la transparence sur les revenus des mandats des parlementaires.
et qui pourrait permettre d'avoir un effet préventif sur justement la présence des lobbies et leur rôle dans le blocage qu'on constate. Parce qu'en réalité, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas les interlocutrices et les interlocuteurs qui ne sont pas là pour protéger les intérêts communs, mais des intérêts particuliers. Merci. On reviendra évidemment sur la question de la santé, mais Madame Amodru, vous vouliez répondre aussi sur la capacité à peser à Berne de la part des élus genevois. Alors effectivement, je pense que déjà les propos de M. Samaruga sont absolument inacceptables, enfin, je dirais, et fausses. Chaque parti fonctionne différemment et je ne pense pas que M. Samaruga peut s'exprimer sur, par exemple, comment fonctionne le parti de l'UDC. Les compétences sont prises en considération. Ça, c'est peut-être quelque chose que les socialistes ne font pas. Mais en tout cas, à l'UDC, lorsqu'on met des personnes dans des commissions, on regarde la compétence des personnes. D'ailleurs, on a tous mis notre wish list, si je peux dire, et c'est bien demandé quelles sont vos compétences. Et j'aimerais quand même répondre sur l'aspect des lobbyistes au niveau de la commission de la santé. C'est effectivement un vrai problème. Et là, on est tous d'accord. Et lorsqu'il y a eu un texte qui a été déposé et on a dû le voter à Berne, j'ai moi-même voté la transparence en disant que les personnes qui touchaient de la rémunération du milieu de la santé, ça devait être déclaré. Donc ça, personnellement, j'y suis totalement favorable. Et nous devons avoir des propositions concrètes parce que là, encore une fois, on parle du pouvoir d'achat de la population. Et c'est un élément crucial. On ne peut pas jouer avec la santé des gens et leur porte-monnaie. Mais sur cette question des lobbies, M. Rieder du PDC, moi j'aimerais quand même, est-ce que le temps de parole est chronométré dans les deux camps parce que ça devient un peu fatigant. On a fait un long ping-pong, si vous voulez bien, on va passer au Non, mais j'espère que le temps est chronométré. C'est chronométré? On peut savoir à peu près? Si vous voulez ajouter des choses. Non, mais bon, là j'aimerais quand même qu'il y ait une neutralité de temps de parole. On va commencer avec vous pour le thème suivant. Non, mais c'est pas une question de longueur, on a des petites réponses. J'aimerais quand même que vous remarquiez le problème. Oui, on essaie d'être succinct. Nous, c'est tout, on n'a pas besoin de faire des grandes tartines. d'Europe maintenant. Donc, les demandes d'asile, elles ont augmenté de 32,2% en un an. L'UDC veut interdire toute demande d'asile en Suisse et externaliser les demandes dans des centres à l'étranger. Madame Amodru, est-ce que ce n'est pas une atteinte au principe du droit d'asile? Alors, déjà, ce n'est pas toute demande, je pense qu'il faut quand même bien prendre. Aujourd'hui, ce que l'UDC demande, c'est un système qui est mis en place, par exemple, par le Danemark. C'est-à-dire d'essayer de garder les personnes proches de chez elles pour qu'elles puissent vivre dans un environnement qui leur est proche. Maintenant, il est évident que la Suisse doit quand même conserver ce qu'elle sait faire, c'est ses bons offices, bien évidemment, et aussi accueillir des gens. Mais on ne peut pas, à un moment donné, du moins, on peut se dire on accueille des personnes, mais si elles ne viennent pas pour des justes motifs, elles doivent être renvoyées. Aujourd'hui, c'est bien le problème. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour qui sont requérants d'asile économique, et ça, on le sait, et elles ne sont pas renvoyées. Et là, il y a un vrai problème. Et j'aimerais pas que vous essayiez de me faire passer pour une fille qui n'a pas de cœur, parce que ce n'est pas le cas. Je veux dire, il y a tout le débat aujourd'hui sur les femmes afghanes, et ça, c'est bien évidemment un vrai problème. Pour ma part, ma position est très claire. Nous devons absolument accepter ces femmes afghanes ici, mais pas leurs maris ou leurs frères qui sont des personnes qui leur font vivre un calvaire dans leur pays. Parce que finalement, on va apporter ce calvaire chez nous alors qu'on doit les aider. Et c'est là tout le débat. Maintenant, le problème de l'asile, il n'est pas que suisse, il est européen. Je crois que tous les pays aujourd'hui vivent un vrai problème avec cela. Et il n'y a plus du tout aucune maîtrise. Et on le sait très bien. Il y a des gens, et en fait, les personnes qui sont vraiment des requérants d'asile et qui ont droit sont menacées par des faux requérants d'asile. Et on doit faire attention de bien différencier les deux. Donc, ma réponse, c'est si on arrive, c'est clair, à aider les personnes proches de chez elles, c'est bien évidemment plus facile, aussi bien pour le pays, mais là, il faudra dans ce cas, si on met cela en place, donner des moyens pour les mettre dans des endroits qui soient convenables. Mais là, il faut évidemment que l'UDC, à ce moment-là, si on met cela en place, on acceptera de donner plus de moyens. Mais on ne peut pas demander plus de moyens et en même temps les faire venir. Mais il faut que ce soit fait dans la dignité humaine, ça c'est le plus important, et la protection des personnes. Monsieur Samaruga, aider les personnes proches de chez elles.
Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis choqué par les propos que je viens d'entendre sur les femmes afghanes, parce que qui a demandé que le département fédéral de justice et police et le secrétariat d'État aux immigrations revoient sa politique d'accueillir et de donner l'asile aux femmes afghanes, c'est l'UDC. Alors venir ici dire qu'on est pour, alors que l'UDC a fait tout un Je m'appelle bins, Céline Maudru et je parle en mon nom, monsieur, j'ai aussi le droit de le faire. faire tout un bins, venir nous dire que c'est pas vrai, c'est ça. La deuxième chose, moi je suis extrêmement choqué par ces propos qui disent que les maris, de manière générale, les maris des femmes afghanes sont des hommes violents et que leurs frères aussi sont des hommes violents. C'est-à-dire les personnes qui viennent ici, c'est des personnes qui, en fait, subissent la répression des talibans. Et donc, s'ils arrivent ici, il n'y a pas de raison que finalement leur famille ne vienne pas les rejoindre et fasse en sorte que finalement on puisse avoir une vie familiale digne et respectueuse de cela. Ce sont des valeurs qui sont les valeurs de la Suisse, celles de l'accueil, mais de l'accueil aussi familial, et c'est extrêmement important. La deuxième chose qui est, à mon avis, extrêmement importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en raison d'une part des crises à travers le monde, de l'inégalité aussi économique entre les pays du Sud qui finalement sont dans des situations extrêmement fragiles avec des populations extrêmement pauvres, et aussi la question climatique, parce que bientôt on va avoir aussi des réfugiés climatiques, il y a une nécessité d'investir massivement dans ces pays, aussi avec l'aide au développement. Mais qui est-ce qui à Berne s'oppose à l'aide au développement ? C'est en fait les partis bourgeois et, disons, le développement de l'aide au développement, c'est les partis bourgeois et aussi en tête surtout l'UDC. Et ça, il faut clairement le dire. Alors, on peut pas simplement dire, finalement, on ferme les portes, on laisse sur place les gens, mais on donne pas l'aide au développement qui est indispensable pour créer des jobs, pour créer des emplois et faire en sorte que cette jeunesse reste chez elle. Vous pensez que c'est un parti de plaisir pour tous ces jeunes que de traverser la Méditerranée? Non, mais je veux dire, les monologues, c'est un peu fatigant. Non, mais c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Hein. Allez-y. Allez-y. Tu veux que je dise quelque chose? Non, mais je veux dire, si on a le droit de s'exprimer du côté... Peut-être juste un mot comme ça, Madame Maudru, après prendre le relais. Juste dire ceci. Voilà un sujet dans lequel c'est la démonstration que c'est pas parce qu'on a une alliance que c'est une fusion. L'UDC a une position qui n'est pas la position sur certains points de Madame Maudru. On l'a entendu. Pour ma part, certains oublient peut-être que j'ai été quand même à la tête de l'asile au niveau cantonal durant 5 ans, de 2013 à 2018. Que je ne sache pas que l'on ait dit que c'était une période terrible, alors qu'on a eu une vague de migrants qui est arrivée en 2016, qui a posé passablement de problématiques. Vous vous en souvenez avec toutes ces questions de faut-il les mettre dans des abris ou non, alors que l'on n'avait pas de structure à disposition. Je pense que c'est difficile de répondre à cette question de l'asile par des grands principes. Je pense qu'on voit très bien lorsqu'on est, je dirais, les mains dans le cambouis, qu'il faut prendre des décisions, que chaque cas particulier doit être examiné pour lui-même. Il y a une chose par contre qui est certaine. On ne peut pas d'entrée de cause décider à la frontière qui est un bon ou un mauvais demandeur d'asile. Il faut évidemment instruire le dossier. Ce qui est important par contre, c'est qu'une fois qu'on a instruit le dossier, que la personne a épuisé les voies de recours, parce qu'il y en a et passablement, et qu'il y a une décision définitive, je pense qu'il n'est pas digne, ni pour les autres qui ont un réel droit à être accueillis, ni pour la personne elle-même, de lui faire croire que finalement cette situation va rester comme ça indéfiniment dans une atmosphère gris clair, si j'ose dire, ou gris foncé. Non, il faut prendre des décisions et les exécuter. C'est ça qui est important. Donc, je pense que la rigueur dans la mise en œuvre d'une loi sur l'asile, qui peut être changée, mais elle est rigoureuse, il faut le dire quand même. Peut-être faudrait-il qu'elle soit plus large. Elle est durcie régulièrement. Vous parlez des réfugiés climatiques. Que je sache aujourd'hui, un réfugié climatique n'est pas un demandeur d'asile selon notre droit sur l'asile. Donc, peut-être faudrait-il y penser pour l'avenir, mais c'est pas le cas. Quant à l'aide au développement, vous avez tout à fait raison. Mais à ce moment-là, il suffit pas de débloquer des fonds. Il faut savoir à quoi ils sont utilisés. Oui. Souvent, cela arrive dans des pays où les gouvernements sont corrompus, où l'aide n'arrive pas à la population elle-même. Mais ça ne doit pas être une excuse pour ne rien faire. Donc il faut le faire, mais il faut aller avec l'accompagnement jusqu'au bout. Il est clair qu'aujourd'hui, ces vagues de migrants qui viennent sur les côtes européennes, c'est terrible. D'abord pour les pays qui doivent les recevoir, qui sont souvent seuls au front avec peu d'aide de l'Europe et des autres pays de l'Union européenne, mais c'est aussi une problématique pour ces gens-là qui n'ont pas d'avenir dans leur pays. Donc c'est vrai qu'il faut prendre le mal à la base. Simplement fermer les frontières, je pense que c'est une solution caricaturale qui est malheureusement pas praticable et qui effectivement est problématique. J'aimerais donner un exemple pour rebondir sur les propos de Monsieur Poggia sur la question du pragmatisme, parce que ce qu'on constate à Berne, c'est que malheureusement c'est un sujet dans lequel il y a très peu.
vous permettez, dans lequel il y a malheureusement très peu de pragmatisme et dans lequel il y a beaucoup d'idéologie. Je vous donne un exemple très concret parce qu'on nous dit, voilà, c'est une façon très simple, il y a les faux, les vrais, et puis les vrais on les accueille, les autres on les renvoie. D'ailleurs, les renvois sont de la compétence des cantons, hein, donc c'était effectivement la compétence de Monsieur Poggia. Mais la question, c'est qu'en fait, vous avez toute une série de personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays, notamment, par exemple, vers l'Érythrée, où il y a des vrais risques pour eux. Il n'y a pas d'accord de réadmission, donc il n'y a pas de possibilité de les renvoyer. Et ces personnes, elles restent en Suisse. Elles restent en Suisse, mais au lieu, alors qu'on est dans une situation de manque de main-d'œuvre vraiment très important, qui touche l'ensemble des domaines, pas seulement les professions qualifiées, l'ensemble des domaines, au lieu de les insérer le plus rapidement possible dans le marché du travail, de leur donner une place, on les met dans une case, on les empêche de travailler et ça crée, si je vous permettez que je termine, ça crée des charges supplémentaires pour les cantons au lieu de créer justement une possibilité d'entrée. Et j'aimerais juste dire une chose, c'est que le Conseil national contre l'avis de l'UDC a accepté une intervention qui va dans le sens de justement permettre à ces personnes, après un certain temps, de pouvoir entrer sur le marché du travail. Et c'est là où je pense que oui, Genève a un rôle et c'est la position que nous avons défendue et sur laquelle nous sommes engagés. Ça va aussi dans le sens des cantons. Vous avez dit qu'il faut renvoyer les gens parce que c'est plus humain finalement que de les laisser. Je n'ai pas dit que c'était plus humain. Mais ce que vous dit Madame Mazzone, c'est qu'en fait, il y a bien des pays qui ne les acceptent pas et il vaudrait mieux les accepter ici pour qu'ils travaillent dans des secteurs où on a besoin. Je crois que pour prendre un cas concret, c'est le canton de Neuchâtel. Je pense que tout le monde a vu ce qui se passait à Neuchâtel. Ils ont ouvert un centre fédéral de requérants d'asile où tout le canton ont voté pour. Vous avez vu ce qui se passe maintenant. Ils ont des problèmes très importants. Le gouvernement de la commune demande sa fermeture. Les femmes n'osent plus sortir de chez elles. Les femmes sont agressées. Et c'est quelque chose qui a été relaté par des autres médias. Donc, il y a la théorie et il y a aussi la pratique. Il faut aider les gens. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Et j'aimerais pas que ces propos soient déformés des personnes qui sont de l'autre côté. Mais après, il faut savoir comment on gère ces personnes chez nous. Et aujourd'hui, on voit que souvent ces personnes, c'est des personnes qui sont malheureusement des requérants économiques et pas des requérants d'asile qui ont le droit à l'accueil et qui créent des très graves problèmes de sécurité dans notre pays. Et cela, on doit être très ferme, on doit les renvoyer. Et ça, c'est très clair que c'est ma position. Je m'excuse, mais c'est là où ça vaut la peine de parler des choses réelles, des choses concrètes. Le centre dont vous parlez, c'est un centre de traitement des demandes d'asile. Les centres fédéraux, ils ont pour charge le traitement. Donc, c'est la durée durant laquelle on va instruire la demande. On va regarder quels sont les motifs. Et suite à ça, il y aura une décision et les personnes seront transférées. Donc, vous adressez un problème, mais qui n'est pas celui que l'exemple que vous citez, auquel ça correspond. Et je pense que c'est important de savoir ce qui se passe. Il y a une votation populaire, la votation populaire qui vise à mettre en place justement ces centres fédéraux. Il y a un travail étroit entre le canton de Neuchâtel et la Confédération, mais le problème, c'est que il y a eu une volonté par le passé de fermer des centres, ce qui nous conduit à un problème de place, alors que, et je pense que c'est important de le dire, on sort d'une période de pandémie. Et c'est vrai que pendant la pandémie, il y avait vraiment un nombre de personnes qui arrivaient ici pour rechercher la protection qui était très, très bas. Alors, tout à coup, on a l'impression que ça fait beaucoup plus. Mais en fait, on est à peu près dans les chiffres qui étaient annoncés dans la planification de l'asile. Donc, il y a une vraie nécessité d'anticiper, de mettre en place les politiques pour respecter nos engagements internationaux et effectivement aussi un esprit de Genève qui est cet esprit d'une Genève humaniste qui est là pour accueillir les personnes qui ont besoin de protection et surtout leur donner rapidement des perspectives, les insérer dans le marché du travail. Vous parlez du marché du travail, ça me permet d'élargir au-delà de l'asile, c'est la question de l'immigration. L'UDC lance une initiative pour refuser une Suisse à 10 millions d'habitants. Il y a effectivement des inquiétudes. On voit aussi à Genève sur la densification, sur l'afflux de personnes sur un territoire étroit à Genève. Mais en même temps, l'économie a besoin de main-d'œuvre. Elle en aura de plus en plus besoin. On annonce des pénuries aussi pour l'économie suisse et l'économie genevoise dans certains secteurs. Comment, Madame Amodru, concilier ces deux exigences ?
Alors, je pense que lorsque vous évoquez notre initiative, il serait bien de dire jusqu'au bout. Nous parlons de 10 millions d'habitants jusqu'en 2050. On ne parle pas ad aeternam. L'immigration, elle est indispensable. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'immigration, il faut que ce soit une immigration qui réponde aux besoins de l'économie. Et là, encore une fois, l'UDC sera totalement d'accord. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir une immigration qui n'est pas maîtrisée, et c'est ce que nous vivons actuellement. Et je le rappelle quand même, il y a aussi la volonté populaire. Alors j'entends que M. Samourouga et Mme Mazzone prétendent toujours défendre Genève, mais respecter la démocratie et la votation populaire de la Suisse quand c'est des objets fédéraux, c'est pas un mal, c'est quelque chose de normal. Ça s'appelle juste respecter la volonté populaire. Elle a voté le 9 février 2014 pour maîtriser l'immigration. Donc, acte. Après, il y a eu une loi de demande de mise en application qui ne respectait pas l'initiative. Nous avons fait un référendum, nous avons perdu. Donc, acte. À ce niveau-là, aujourd'hui, moi, je dois respecter la volonté populaire, même dans la deuxième votation, même si je considère qu'on n'a pas respecté l'initiative. Maintenant, lorsqu'on parle d'économie, d'Union européenne, c'est peut-être là que c'est très intéressant le débat. Il est évident que pour l'UDC, et effectivement là je prendrai l'UDC, nous sommes opposés à ce que la Suisse adhère à l'Union européenne. Et ça c'est très clair, il n'y a aucun souci. Maintenant, l'Europe est bien évidemment un partenaire indispensable à la Suisse. Mais la Suisse est aussi un partenaire indispensable à l'Union européenne. Nous devons donc traiter d'égal à égal. J'aimerais quand même donner un exemple. Balance commerciale, 23 milliards en faveur de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Suisse apporte 23 milliards en 2022, c'est important de préciser l'année, à l'Union européenne. L'Union européenne, son premier partenaire, c'est premièrement les USA. Deuxièmement, la Chine. Troisièmement, le Royaume-Uni. Quatrième, la Suisse. Donc là, nous sommes tous d'accord pour dire que l'Union européenne est un partenaire important pour la Suisse, tout comme la Suisse est un partenaire important pour l'Union européenne. Ceci étant dit, on fait quoi? Ma solution, c'est très clair, c'est le maintien des bilatérales, des accords de libre-échange avec l'Union européenne. En tant que genevoise, bien évidemment que j'ai une position un peu plus sensible peut-être que certains d'autres, en tant que banquière aussi, je sais bien que les bilatérales sont indispensables pour le développement de nos relations. Mais j'irai plus loin, il faut que nous développions des accords de libre-échange avec d'autres pays qui sont peut-être plus lointains. Nous ne devons pas, lorsque, par exemple, nous faisons de la gestion de fortune, nous parlons toujours de diversification pour ne pas avoir un risque trop important. Nous devons diversifier les personnes avec qui nous travaillons. Et l'Europe en fera. Et pourquoi, encore une fois, je dis à quel point c'est important à notre partenaire économique? Il y a deux éléments. Pourquoi? Parce qu'on pourrait parler de l'accord cadre. L'UDC s'y était opposé. C'est bien évidemment parce que nous perdions notre souveraineté. Il y avait une reprise dynamique, ce qu'il n'y a pas avec les bilatérales. Nous nous étions opposés à cette reprise dynamique. Mais surtout, et là peut-être M. Maillard était d'accord avec nous, il y avait la perte des protections des travailleurs. Et ça, c'est très important. Parce qu'en Suisse, on protège nos travailleurs. Et ça, on doit continuer à le faire. Et aussi, la liberté économique, c'est quelque chose que nous souhaitons. Une immigration non maîtrisée, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais quand on entend ça, c'est le bréviaire de l'UDC, ça correspond pas à la réalité. D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que la fameuse initiative qui était sur l'immigration de masse, qui a été évoquée par Madame Amodru, elle a été massivement rejetée à Genève. Et donc, Madame Mazzone et moi, on s'inscrit tout à fait finalement dans cette perspective qui est celle d'une Genève ouverte, d'une Genève accueillante et qui travaille avec l'immigration. Parce que finalement, les hôpitaux, les routes, les écoles, ici, c'est finalement cette immigration qui fait tourner les services, qui fait tourner les hôpitaux. C'est aussi une immigration. Ça peut être des frontaliers, naturellement, mais ça peut être aussi des personnes qui sont venues ici. Deuxième chose, en ce qui concerne l'Europe, il y a une voie qui est la voie qui s'appelle la voie bilatérale et qui doit être préservée. Elle a fait le succès de la Suisse. Moi, je suis d'accord avec Madame Amodru sur le fait de dire qu'on a une balance de paiement qui est déficitaire vis-à-vis de l'Union européenne. Mais il faut pas oublier que l'Union européenne, le premier partenaire de l'Union européenne, c'est l'Union européenne elle-même. C'est-à-dire, il y a des échanges énormes. 2/3 des échanges commerciaux de l'Union européenne ont lieu dans l'Union européenne.
européenne. Et dans le tiers qui reste, nous avons 8% de ce tiers dans les échanges avec l'Union européenne. Donc, on n'est pas cet partenaire mastodonte qu'on veut nous faire passer, et donc la négociation. En plus, ce qu'il y a, c'est que nous, on veut aller jouer sur le terrain de l'Union européenne. C'est-à-dire, on veut pouvoir avoir un libre accès au marché, que ce soit le marché des marchandises, et de l'emploi, etc. Et donc, il y a là à trouver un équilibre. La voie royale aujourd'hui, c'est la voie des bilatérales qui a été mise sur pied après l'échec de l'espace économique européen. Cette voie bilatérale, elle doit aujourd'hui entrer dans une phase de négociation. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est important. C'est celui de la protection des travailleurs et des travailleuses. À toutes les étapes de la libre circulation des personnes, il y a eu systématiquement des mesures qui ont été adoptées. Aujourd'hui encore, il faut renforcer ces mesures, notamment par exemple par la facilitation l'extension des conventions collectives. Mais c'est une discussion intra-suisse, c'est pas une discussion avec l'Union européenne. C'est ici les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats qui doivent le faire et l'accompagner. On doit impérativement ouvrir les négociations aussi pour nos universités. Pourquoi? Parce que finalement, à partir du moment où la négociation est ouverte, il y a quelques indices qui nous disent qu'on peut rejoindre le programme Horizon Europe, qui est indispensable pour nos universités, l'université de Genève. Ça, sinon, on a un risque de marginalisation. En d'autres termes, si on veut, comme le demandait la Chambre genevoise de commerce et d'industrie, avoir une économie genevoise dynamique et qui finalement défendent l'emploi, il faut cette stabilisation des rapports avec l'Union européenne. Et c'est le projet que Lisa Mazzone et moi-même portons à Berne. Alors, si vous voulez bien, on va passer au thème de l'assurance maladie. Les primes vont une fois de plus exploser l'an prochain. Monsieur Poggia, on vous a beaucoup entendu en tant que conseiller d'État sur cette question. Quelle solution vous souhaitez porter à Berne? Bon, d'abord, il faut se rappeler de quelques fondamentaux. Nous sommes une confédération. Notre constitution fédérale a délégué par les cantons à la Confédération le pouvoir de créer une assurance maladie, dont je me réjouis personnellement, et je pense qu'il ne faudrait pas la perdre, puisque c'est l'obligation de s'assurer, c'est aussi une solidarité entre jeunes et vieux, et cette solidarité est mise à rude épreuve, mais aussi entre malades et bien portants. Mais on n'a pas laissé à la Confédération le soin de régler notre système de santé. Les cantons doivent pouvoir, parce qu'ils sont responsables vis-à-vis de leur population, reprendre la main en termes d'organisation de leur système de santé et donc de mise en œuvre de cette assurance LAMAL. Ça ne veut pas dire que je veux un catalogue des prestations différent d'un canton à l'autre. Ce catalogue des prestations est dans la LAMAL, il doit être le même pour toute la Suisse. Mais là, les cantons doivent reprendre la main et c'est dans ce cadre-là que des caisses de compensation cantonales ou régionales peuvent être mises sur place pour pouvoir assurer cette transparence qui n'existe pas. Les 3,5 milliards qu'on est allé chercher dans les réserves qui ont fondu ces dernières années, c'est 1,75 milliard parce qu'on a perdu de l'argent en bourse. Excusez-moi, est-ce qu'on a besoin de placer notre argent en bourse alors qu'il y a des collectivités publiques qui peuvent être là pour faire la garantie, le cas échéant, du insuffisamment perçu des primes pour se rattraper le cas échéant l'année suivante. Et puis 1,75 milliard, ce sont les assurés qui passent d'une caisse à l'autre et qui génèrent des coûts parce qu'ils vont d'une caisse à l'autre et donc ils ne permettent pas à la caisse dans laquelle ils étaient d'encaisser ce qu'ils avaient prévu dans leur projection d'encaissement. Donc ça, c'est une des solutions pour la transparence et pour redonner un pouvoir à un organe qui soit un organe de droit public, dans lequel on peut parfaitement prévoir une gouvernance dans laquelle les assurés, les prestataires de soins sont présents. C'est pas encore un bon moyen pour chercher d'autres financements ou pour lutter contre la hausse des coûts. Le financement, je pense, et j'en dis juste un mot, il faut peut-être se poser la question, je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la solidarité, est-ce que ce qui est lié au vieillissement de la population et de la perte d'autonomie, comme les soins de longue durée, que ce soit à domicile ou dans les EMS, doit continuer à être dans la malle, ou faut-il trouver d'autres modes de financement par des taxes qui existent déjà sur des activités humaines qui génèrent des troubles à la santé, mais qu'on considère malgré tout devoir être maintenues pour un besoin économique supérieur. On peut imaginer aussi une taxe sur le sucre ajouté qui permettrait de financer cela. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas continuer à supporter le coût du vieillissement de la population qui va être de plus en plus important. Et le troisième point, c'est celui de la maîtrise des coûts. Et là, il y a évidemment un travail à faire, mais fondamental. Aujourd'hui, un fournisseur de soins qui multiplie les actes inutiles est mieux payé que celui qui n'en fait qu'un ciblé. Donc aujourd'hui, la qualité doit être remise au centre des préoccupations et les médecins
médecins savent exactement ce que l'on fait à tort dans ce pays inutilement, et c'est quand on en attrape un qui viennent tous nous dire « mais on le savait depuis longtemps ». Mais personne ne parle avant. Donc je pense qu'il faut maintenant travailler avec les fournisseurs de soins qui doivent bien savoir que s'ils ne nous aident pas à régir le système, on va perdre cette assurance obligatoire et ceux qui auront les moyens auront des assurances complémentaires et rassurez-vous, les assurances complémentaires décideront avec qui elles veulent travailler. Ce sera la mort de la médecine libérale dont ils se gargarisent et c'est eux et leurs générations futures qui en supporteront les conséquences. Et il faut valoriser évidemment toute la médecine de premier recours, mais il y aurait tant à dire sur les médecins généralistes qui vont manquer. Madame Matzon, quelle solution alors pour freiner cette hausse des primes et des coûts? Je pense que c'est intéressant d'entendre Monsieur Poggia parce que il reprend en fait une revendication de longue date de nos partis, de Carlos Maruga et moi-même. Alors le MCG n'était probablement pas encore créé, mais il faudrait appeler Monsieur Stauffer pour se souvenir de quand ça date. Mais effectivement, c'est cette question d'avoir une caisse unique et publique, suivant un modèle dont on peut discuter, mais d'avoir une caisse unique et publique qui permette d'abord, et je pense que c'est essentiel, d'avoir des primes qui correspondent aux revenus des personnes concernées. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est que les primes maladie, elles creusent les inégalités, elles créent cette fracture sociale. C'est vraiment le poste sur lequel, que vous ayez de la peine à joindre les deux bouts à la fin du mois ou que vous soyez milliardaire, vous allez payer la même chose, ça va représenter une charge totalement différente sur votre budget et ça va peser énormément sur le budget des personnes qui sont précarisées. Vous voulez payer au prorata du revenu? Oui, c'est une revendication de longue date et je pense que c'est la seule façon de répondre à cet enjeu du financement et de répondre à cet enjeu de cohésion sociale. Parce que là, on est vraiment avec l'augmentation des primes et la vitesse, la rapidité de cette augmentation, on a un vrai enjeu de fracture sociale, un vrai enjeu de précarisation sur lequel il faut apporter des réponses. La caisse unique et publique, elle permet aussi d'avoir un seul acteur pour négocier, un acteur qui soit plus fort et qui soit vraiment orienté sur l'intérêt des patientes et des patients. Et ce que je pense qui est aussi important, et ça a été mentionné avant, toute cette contrainte administrative à chaque augmentation de prime, d'aller regarder sur les différents moteurs de recherche quelle assurance nous donnerait une prime moins grande, de pas louper le délai pour envoyer la lettre, ce qui génère une bureaucratie énorme et inutile parce que le catalogue de prestations il est donné et c'est juste que solidairement on décide que chacune et chacun doivent avoir accès à la santé et je pense que oui ça résoudrait aussi cette question mais chacune et chacun doivent avoir accès à la santé et malheureusement c'est de moins en moins le cas et là il y a un gros enjeu avec la franchise parce que la franchise pour les personnes qui ont moins de moyens on va avoir tendance à prendre une franchise plus haute en se disant tout va bien en ce moment et c'est un vrai enjeu parce que ça freine l'accès aux soins et plus on retarde le moment où on va aller détecter des maladies, des affections, plus on peut se retrouver dans des situations qui sont difficiles. Donc là, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour la qualité des soins, pour les patientes et les patients. Donc, Madame Moudru, une caisse unique publique qu'on payerait comme en France, proportionnellement à nos revenus, c'est quelque chose avec lequel vous seriez d'accord? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais commencer par autre chose. Dire peut-être qu'il y a un constat que tout le monde doit faire, c'est qu'il y a un échec total au niveau du Parlement de répondre aux besoins de la population par rapport au coût de la prime. Et ça... Je partage. Monsieur, vous qui allez on a juste Madame Amoudru développer son argument. Donc, il y a vraiment un échec total. Il y a un manque de transparence. Et donc là... l'UDC, par mon collègue M. Blisi, a déjà déposé une question pour avoir la transparence sur les rétrocessions et on va déposer une deuxième question pour la transparence par rapport à la révision de la LIMA, c'est-à-dire les dispositifs médicaux. Parce que ça, c'est très important qu'on puisse avoir de la transparence. Maintenant, ceci étant dit, il faut soutenir rapidement la population. Et là, on a pu voir que tous les partis y vont avec chacun sa proposition. Je préside la commission de la santé au national et nous n'arrivons pas à réconcilier parce que chacun reste bloqué sur sa propre solution. On n'arrive pas à aller au-delà de ses propres convictions politiques et c'est quelque chose qui pose un vrai problème parce que ça n'a pas d'incidence, après on n'a pas aucune répercussion sur les coûts. Donc,
j'ai travaillé avec mon collègue Ador. Il a déposé une demande pour qu'on crée une commission spéciale qui n'aurait comme objectif que de gérer les coûts. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit un tout petit peu innovant et que chaque partie doit faire preuve de flexibilité. Ça, c'est le point 1. Créer cette commission, vous me dire, mais qu'est-ce que ça va aider pour les coûts de demain? Raison pour laquelle, en parallèle, j'ai déposé une initiative, pas une motion plus précisément, qui demande le gel, un moratoire sur les coûts de la santé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire. Et je pense que ces deux mesures en parallèle doivent permettre de trouver des solutions. Si on en vient maintenant à votre question qui était la caisse unique publique. Je dois reconnaître que j'ai toujours du mal à penser que l'État passe mieux que le privé. Je n'ai pas vu beaucoup de cas où ça allait mieux. Cela étant, on peut les laisser essayer. Faisons une caisse cantonale, mais pas unique. Laissons la concurrence se faire, et si vraiment l'État est meilleur, les gens iront automatiquement chez eux. Mais il ne faut pas oublier, si on prend l'exemple de la France, il faut voir comment se passe le système français. Je ne suis pas certaine que le système de santé français soit vraiment un exemple qu'on aimerait avoir en Suisse. Et si on fait une règle de Croix, ce que j'ai fait, ça voudrait dire qu'on aurait 20 000 fonctionnaires en plus. Il faut quand même juste réaliser ce que fait, et toutes les pertes d'emplois qu'on aurait aussi au niveau du secteur privé. Ça, c'est peut-être un risque que, personnellement, aujourd'hui, je ne prendrais pas. Ce qui est certain, c'est qu'une caisse cantonale qui se mette, caisse publique qui se mette, et qui soit en concurrence avec les caisses privées, si elles sont plus efficaces, nous irons tous, et ça, je la soutiendrai. En revanche, prendre le risque aujourd'hui de dire on fait une caisse unique, personnellement, je ne suis pas encore prête à faire ce risque, tant qu'on n'a pas fait l'analyse. Parce qu'il peut y avoir d'autres systèmes, et je ne prétends pas tous les avoir. Je crois que personne ne peut aujourd'hui tous les avoir, mais prendre le risque de tout faire tomber et de ne pas pouvoir revenir en arrière, je ne suis pas certaine. Il y a l'innovation qui doit absolument être prise en compte, et c'est clair que là, M. Poggia l'a dit, et je rejoins totalement son point de vue, c'est qu'on doit arrêter les actes à répétition. Ça, c'est une évidence, et donc avoir des dossiers électroniques performants qui contraindra tous les médecins à voir ce qui a été fait, eh bien, c'est quelque chose de très important. Et à Berne, on est en train de traiter ça. Et on a d'ailleurs voté l'autre jour sur ça à la Commission de la Santé, sur le maintien du financement, et ça a été heureusement soutenu. Peut-être rappeler qu'effectivement, cette idée de la caisse unique publique, c'est une idée qui date de très longtemps du Parti socialiste et qui a été ensuite défendue par les Verts et le Parti socialiste à Berne et qui a toujours été contestée à droite. Je remarque que dans le programme pour le deuxième tour de l'alliance de droite, il n'y a plus cet élément de la caisse publique et unique. J'aimerais encore dire une chose. On peut pas comparer la Suisse et la France comme ça, de manière comme générale. En Suisse, on a un service ferroviaire performant, général, nettement meilleur que le français. On a un service de poste nettement meilleur que le français. On a des services publics qui fonctionnent nettement mieux qu'en France. Pourquoi finalement la caisse unique et publique ne marcherait pas? Et en fait, elle marche. Pourquoi? Et on le voit dans le secteur de la métallurgie, de la construction et de l'industrie. Qu'est-ce qu'on a? On a pour l'assurance accident quelque chose qui s'appelle la SUVA, qui est une assurance accident publique et qui fonctionne, qui fait des bénéfices régulièrement et qui est super bien gérée, avec qui à la tête de ce conseil d'administration? Les partenaires sociaux qui sont là et qui finalement font en sorte que ça se passe comme il faut et que ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. L'AVS, c'est quoi? C'est aussi en fait un fonds qui est un fonds public avec des caisses de compensation qui sont gérées soit par des privés comme à Genève avec la CEPP et ensuite public ou privé. Et donc on a cette gestion qui peut être en main publique et privée, mais avec naturellement un contrôle total et une transparence. Pourquoi la caisse unique elle est extrêmement importante et publique? Pourquoi? Parce que c'est la transparence des coûts. Ça permet en fait d'avoir ensuite les éléments qui permettent de faire des politiques publiques et de régler les choses au niveau d'ordonnance ou de la loi. À ce propos, la question des dispositifs médicaux. Ce scandale qui est sorti où on voit que des éléments qui sont produits à 500 francs sont vendus entre 5 000 et 15 000 ou 20 000 francs par différents hôpitaux ou médecins et ensuite les caisses le remboursent complètement à cette disparité de prix, c'est la démonstration que le système actuel n'a pas les éléments pour pouvoir contrôler ces choses. Et ensuite, encore une chose, on peut faire des économies. Il y a eu des propositions, il y a 2 paquets d'économies et de réduction des coûts qui ont été faits par le Conseil fédéral et Monsieur Berset. C'est
un paquet encore en cours, le deuxième, mais le premier, il y a eu des éléments extrêmement importants qui ont été en fait éjectés, comme par exemple le prix de référence des médicaments qui aurait permis en fait d'avoir une économie d'un demi-milliard pour les assurés au niveau des primes. C'est énorme, mais qui est-ce qui a refusé? C'est Madame Amodru avec ses alliés. Et dernier point sur lequel moi j'aimerais encore revenir, c'est toute la question, on va dire, du dossier du patient. C'est vrai, le dossier du patient est un élément extrêmement important parce que cela permet en fait d'avoir de nouveau une transparence auprès des acteurs de la médecine, que ce soit les hôpitaux ou les médecins, pour éviter les redondances, pour éviter des actes inutiles et éviter la charge. Dernier point sur lequel je conclurai, c'est que au Parlement, lors de la dernière session, il y avait une solution qui était le contre-projet à l'initiative du Parti socialiste de limiter les primes à 10%, et on aurait pu bénéficier à Genève de 91 millions de prestations de la Confédération. Cela a été refusé par la droite. La presse s'est d'ailleurs scandalisée de cette situation-là. C'est la gauche qui a finalement soutenu cette solution, et malheureusement, elle n'a pas abouti. Alors vous me direz, ça n'aurait pas changé les prestations aux personnes ici à Genève. Oui, mais ça aurait pu réduire, en fait, le coût des prestations de l'hôpital, parce qu'on aurait pu les donner à l'hôpital, 71 millions, et donc réduire, finalement, les primes d'assurance que doivent payer les personnes. Prix de référence, les 91 millions dont fait référence M. Samorga, vous avez été pris à partie. Est-ce que vous voulez répondre sur ces deux points? Alors, sur les 91 millions, M. Samorga oublie d'expliquer qu'il y a deux chambres, que les deux chambres n'étaient pas d'accord et qu'il a fallu trouver un consensus pour essayer de faire passer cela. C'est ce qui a été fait. Et donc, M. Samorga est de mauvaise foi. Il sait pertinemment que, de toute manière... Attendez, laissez-lui finir. Non, je peux pas me laisser accuser de mauvaise foi. Moi, j'ai jamais accusé. J'ai dit, d'accord, elle peut dire qu'elle n'est pas désaccord. Elle peut dire qu'elle n'est pas d'accord avec moi, mais elle peut pas dire que je suis de mauvaise foi. Je laisse pas passer. On a entendu, c'est très agréable. Continuez, madame. Donc voilà, ça c'était pour répondre. Le deuxième point, c'était le prix de référence des médicaments dont faisait écho M. Samorga pour dire que c'était une des mesures qui aurait permis d'économiser un demi-milliard et qui a été refusée par l'UDC Et la droite en général. Et la droite en général. Bon, M. Samorga n'est pas en commission, donc il ne sait pas comment j'ai voté en commission. Ça, c'est aussi très intéressant. Mais cela étant dit... S'il vous plaît. Cela étant dit, ce qui est aujourd'hui très important, je pense, c'est qu'on doit mettre en valeur les génériques et s'assurer qu'on vote les génériques plutôt que les médicaments les plus chers. Mais encore une fois, moi, contrairement à M. Samorga, je n'ai aucun problème de dire qu'on a foiré, et j'utilise le mot vraiment, foiré sur le domaine de la santé. Tous ensemble, on est responsables de cette situation. Alors, j'aime beaucoup le discours de mes collègues qui n'ont pas fait de grandes propositions. On a pu le voir, vous pouvez aller vérifier. Peut-être qu'ils considèrent voter mieux que nous, mais en tout cas, ils ne font pas de propositions concrètes. On a foiré ce dossier. Il faut se remettre en question. Et moi, je me remets en question, j'ai aucun problème. C'est bien pour ça qu'on a pris deux mesures très claires. C'est le moratoire, ça c'est une solution concrète demain. Et deuxièmement, cette commission qui doit permettre. Et si lors de cette commission, on fait venir des acteurs principaux qui ont des solutions innovantes, on voit que la seule solution, c'est peut-être pas celle que je décidais, eh bien, je la suivrai. Brièvement. Très brièvement, le moratoire, c'est très bien, on le soutient. Mais le moratoire, oui, on l'a aussi déposé d'ailleurs au Conseil national, Sophie Michaud-Gigon, mais le moratoire, c'est pas encore une solution. C'est-à-dire que le moratoire, c'est la nécessité de se mettre autour d'une table. Mais la question, c'est est-ce qu'on a les acteurs qui se mettent autour d'une table, qui sont prêts à dépasser les clivages et aussi à dépasser les lobbies qui représentent. En particulier, ça a été mentionné, la question de l'industrie pharmaceutique, mais aussi d'autres lobbies. Le lobby hospitalier des hôpitaux est aussi un lobby qui a d'ailleurs fait barrage ou tenté de faire barrage à certaines propositions de réduction des coûts. On voit maintenant l'enjeu de la transparence des dispositifs médicaux on voit que ça peut coûter 3 fois plus suivant les hôpitaux. Donc là, pour finir, c'est nous qui payons les payeurs de primes. Donc, je pense que oui, là, il y a un vrai enjeu de discuter au-delà de ces questions de lobby et autour d'une table, et le moratoire n'aura encore rien fait. Donc, il faut qu'il y ait un changement de position très clair. Pour élargir ce débat sur les primes maladie, pourquoi est-ce qu'elles sont particulièrement douloureuses cette année? C'est aussi parce qu'elles s'ajoutent à beaucoup de hausses de prix. La hausse, on connaît les prix des logements à Genève, mais aussi de la nourriture cette année qui a beaucoup augmenté, et beaucoup d'autres secteurs. Si vous êtes élu à Berne,
Quelle est la mesure principale que vous souhaiteriez défendre pour combattre ces hausses de prix dont la population, qui font souffrir la population genevoise et suisse? Mauro Poggia. Question compliquée parce que, vous savez, dans ce domaine, soit on diminue il n'y a pas 36 solutions, soit on diminue les charges, soit on augmente les revenus. Augmenter les revenus, il y en a une partie qui dépend évidemment du secteur privé. Et là, on peut se poser la question, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire certainement. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles les marges bénéficiaires ont augmenté. Pourquoi les salaires n'ont pas suivi le coût de la vie? Là, il y a effectivement quelque chose à faire. Je pense qu'il faut relancer le processus de partenariat social et de convention collective. Je pense que là, il y a véritablement un travail à faire. Nous avons des salaires qui sont évidemment plus élevés chez nous que dans le reste de l'Union européenne, mais malgré tout, les personnes qui vivent dans ce pays ont des charges qui sont beaucoup plus lourdes. L'autre moyen, évidemment, c'est d'arroser avec des subsides. Enfin, quand je dis arroser, c'est pas de manière totalement non discriminée. C'est quand même pour celles et ceux qui en ont besoin. On le fait dans le domaine des subsides d'assurance maladie, mais on se rend compte aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus, c'est les personnes âgées, les personnes dont les retraites ne sont pas adaptées. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est peut-être symbolique, mais une adaptation complète au coût de la vie des retraites, c'est la moindre des choses dans un pays comme la Suisse. Et je pense que là, il faut le faire. Maintenant, la question la 13e rente AVS dont on va parler ces prochains mois. Alors, je n'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus. Chaque fois qu'on verse quelque chose, il faut savoir sur quoi on le prend. Où on va le prendre, où est-ce qu'on augmente des taxes, est-ce qu'on met à contribution les partenaires sociaux, est-ce que ce sont les employeurs qui sont déjà soumis à passablement de contraintes financières dans notre pays, ou est-ce que c'est l'argent de la Confédération qui doit être distribué? Et ça, c'est compliqué. Mais je pense qu'en tout cas, cette situation actuelle que l'on vit avec des personnes âgées que l'on rencontre encore plus aujourd'hui dans la campagne électorale, qui viennent nous parler et qui nous décrivent ce qu'est leur quotidien, qu'on avait l'habitude d'entendre dans d'autres pays beaucoup plus au sud que la Suisse. Aujourd'hui, c'est chez nous et je pense que là, il faut faire quelque chose et je pense que tous les partis doivent se mettre autour de la table pour trouver des solutions et nous comptons aussi sur les employeurs qu'ils fassent l'effort lorsqu'ils peuvent le faire pour adapter les salaires. La question des salaires, elle est primordiale parce que ce qui s'est passé, c'est une augmentation du coût de la vie qui n'a pas été suivie par les salaires. Donc, c'est une perte de salaire directe. Et les secteurs les plus concernés, c'est des secteurs où les salaires sont plutôt bas et où il y a eu une non-indexation très importante et qui concerne en particulier les professions féminines. Donc, on voit encore que la précarisation touche en particulier les femmes. Et là, il y a une attention particulière qu'il faut avoir. Et cette attention, on l'a aussi en défendant et protégeant le salaire minimum qui a été souhaité par la population genevoise dans un vote populaire extrêmement clair et qui est maintenant attaqué vraiment durement à Berne par des acteurs suisses alémaniques, mais malheureusement soutenus aussi par certains représentants de la droite genevoise à Berne. Donc, il y a une nécessité de protéger, de maintenir, de préserver le salaire minimum que nous avons souhaité à Genève, que nous mettons en place et qui est aussi un succès pour toutes les personnes concernées. À côté de ça, il y a une question qui est très importante qui a été mentionnée, c'est la question effectivement de l'indexation des rentes AVS. La proposition qui est faite, c'est la proposition que nous avons faite et que nous avons défendue. Malheureusement, là encore, contre la droite bourgeoise. Donc, ça a aussi un impact très clair. Quand on arrive à la retraite, c'est le moment où on devient vulnérable. En particulier, là encore, les femmes qui font la somme de toutes les inégalités de la vie quand elles arrivent à la retraite. Et cette non-indexation totale, donc on ne les fait que partiellement, ça a un impact direct dans le porte-monnaie et je pense que c'est extrêmement problématique. Et puis, encore un point, peut-être plus pour une réflexion écologiste, c'est toute la question des transports publics. Parce que on parle de nécessité de passer aux alternatives et c'est absolument essentiel. Mais que font les négociations sur le prix des transports publics? C'est une augmentation directe des coûts. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu de réduire le prix des transports publics, d'améliorer du coup aussi leur attractivité, en particulier en dehors des heures de pointe. On sait qu'il y a une fréquentation qui est beaucoup plus basse, donc il y a un grand potentiel d'avoir beaucoup plus de gens qui passent au transport public. Il faut surtout arrêter la machine qui est mise en place actuellement avec une augmentation notamment des trains très importante et qui va
entre ça et la détérioration de l'offre, on a vraiment, on dissuade les gens de passer au train au moment où, plus que jamais, il faudrait passer aux alternatives et le train en étant. Sur le pouvoir d'achat, Madame Amodru. Alors, sur le pouvoir d'achat, je crois que M. Poggial a très bien expliqué. Il y a deux visions de la société. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on a un échec à Berne. C'est qu'il y a la vision, je dirais, du centre et de la droite, qui consiste à dire on va vous laisser plus d'argent dans votre porte-monnaie à la fin du mois. Donc, vous aurez moins de taxes, moins d'impôts, on privilégie plus de défiscalisation. Ça, c'est la vision du centre et de la droite. Puis, il y a une vision différente, qui est celle de la gauche, c'est les subventions. Alors, pour ma part, personnellement, il y a ce qui joue pas dans ces deux modèles, si on doit parler comme ça, enfin, surtout dans leur modèle, c'est qu'il y a toute cette classe moyenne qui ne touche pas de subventions, puis qui ne peuvent pas défiscaliser, vu que tout est refusé par la gauche. Et là, on a un vrai problème, parce que le système qui est présenté à l'heure actuelle, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, c'est clair que, pour notre part, il faut vraiment agir sur les taxes, les impôts, décharger la population de tout ce qui lui coûte cher. On peut aussi faire une analyse un peu plus globale, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises d'antan qui pèsent très lourd sur le porte-monnaie. On peut passer à la stratégie énergétique. Je me rappelle, on se moquait de nous, mais la conseillère fédérale de Leuthard à l'époque nous disait que nous n'aurons jamais plus de 40 francs d'augmentation des coûts de l'énergie. Alors aujourd'hui, on essaye de tout faire passer sur la crise en Russie. Je crois que c'est inexact. On voit ce que ça coûte à la population. Donc, il y a vraiment des mesures. Si on pense aujourd'hui d'un point de vue aussi fiscalité, on peut penser, est-ce que c'est normal qu'un couple marié paye beaucoup plus d'impôts que de personnes qui ne sont pas mariées? Là aussi, on doit agir. Est-ce que c'est normal? Alors, sur l'AVS, c'est un vrai débat parce que on parle de cette 13e AVS. Est-ce que l'AVS, on peut aussi se dire, est-ce que c'est normal qu'un couple marié touche moins que deux personnes qui ne sont pas mariées? Là aussi, il y a un problème. Donc, je veux dire, l'AVS, c'est un vrai problème parce qu'on touche effectivement les seniors. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que l'AVS, il faudrait que quelqu'un la paye. Ça, c'est évident si on augmente l'AVS. Et je pense qu'on doit faire quelque chose pour les seniors et qu'on doit augmenter ce montant de l'AVS parce qu'en tout cas, si vous vivez à Genève, là, ce n'est pas possible de vivre avec le montant qu'on a à AVS. Est-ce que le 13e AVS est la solution? Moi, je ne suis pas certaine. Cela étant, il faut absolument qu'on l'augmente. Est-ce que 13, ça suffira? Je ne sais pas. Mais savoir que lorsqu'on va augmenter l'AVS, ça va être l'employeur qui paye. Une partie est prise aussi à l'employé. On va aussi diminuer le pouvoir d'achat des employeurs et aussi des actifs. Donc, tout cela est vraiment très, très sensible. Ce qui est certain, c'est qu'on doit trouver des solutions et sincèrement, pour ma part, en tout cas, une que je voudrais mettre demain en application, c'est de s'assurer que les couples mariés aient le droit à la même chose que deux personnes qui soient non mariées. Parce que c'est tellement triste que des gens divorcent en fin de leur vie pour toucher 2 fois, c'est pas quelque chose d'acceptable. Monsieur Samorga. Peut-être, si on revient à la question initiale du pouvoir d'achat, à Genève, le pouvoir d'achat des ménages, il est plombé par les loyers. Le premier poste des budgets des ménages, c'est les loyers. À Genève, c'est environ 30% en moyenne comme poste. Au niveau suisse, c'est 20%. Donc, on voit la disparité. Et là, il y a naturellement un mécanisme qui est un mécanisme de contrôle des loyers qui est indispensable. Et ce contrôle, en fait, il a été proposé à Berne, mais a été refusé systématiquement par tous les partis de la droite. De même, je vais dire, c'est la question de réduction de loyers avec des mécanismes qui permettent de réduire les loyers. Tout particulièrement en période où il y a une forte inflation. D'éviter, en fait, la course à l'augmentation des loyers qui alimente elle-même ensuite l'inflation et augmente les prix. Là aussi, ça a été proposé par la gauche que nous sommes et qui a été finalement refusé par la droite. On voit que donc pour réduire ce premier poste des ménages, il n'y a aucune volonté de la part des partis de l'entente bourgeoise et de leurs alliés. La deuxième chose, c'est la question de la consommation dans les supermarchés. On a vu dernièrement par ce reportage qui a été fait par la RTS sur les marges des distributeurs. Et là, il y a moyen d'intervenir et de réduire ces marges et donc de faire en sorte que les salariés, que les retraités puissent accéder à des produits. En fait, par un observatoire.
il y a une proposition à Berne sur un observatoire qui a été déposé. Il y a aussi un rôle accru de l'Ombudsman en matière de consommation pour faire en sorte que l'on réduise ces marges de manœuvre. Et puis, en même temps, il faut réfléchir à la fixation du juste prix des produits agricoles pour les paysans, parce qu'aujourd'hui, on a une situation où on met les paysans sous pression. Il y a même des prix de vente des paysans qui ne couvrent pas, les frais de production. C'est inadmissible. Et donc, avec cette question de régulation et d'observatoire, ça permettrait d'avoir cela. Il y a même la proposition qui consiste à renforcer les interprofessions. Dernier point que j'aimerais aborder, c'est celui des rentes. C'est vrai que nous, on n'a pas attendu cette campagne électorale pour écouter les plaintes des Genevoises et des Genevois en matière de situations délicates quand on est à la retraite. Ça fait des années que nous demandons une amélioration des situations. On nous a opposé à la dégradation de la situation. Aujourd'hui, il y a eu une proposition qui était de réduire d'augmenter l'âge de la retraite des femmes. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui était une dégradation pour les femmes au niveau de leurs revenus, surtout pour les femmes qui ont des travaux pénibles et qui... Le peuple l'a accepté. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'était en fait un élément. Et puis, peut-être rappeler que si le peuple suisse l'a accepté, le peuple genevois s'y est opposé. Et en fait, nous, on porte aussi toujours en fait les enjeux. Puis j'aimerais aussi dire que aujourd'hui, plutôt que de mettre une rente de veuf et une rente de veuve pour faire la parité, la droite est venue en proposant la suppression de la rente de veuve. Alors que moi j'entends qu'on veut améliorer les conditions, je veux bien que ce soit ça, mais la réalité des votes à Berne, c'est exactement le contraire. Alors la question de la double, disons d'avoir deux rentes plutôt qu'une, oui, ça c'est une solution que nous défendons également, mais la 13e rente AVS c'est encore plus rapide puisqu'on aura un vote populaire cette année prochaine, et j'attends avec impatience de voir si Madame Amodru va changer de position, elle va appuyer cela, et j'y ne crois pas parce que son parti est résolument opposé à la 13e rente AVS. On arrive vers la fin. On évoque la possible candidature de Madame Amodru au Conseil fédéral quand M. Parmelin se retirera. Je vous demande à vous deux, est-ce que vous seriez prêts à soutenir cette candidature genevoise ? Moi, j'ai aucun problème lorsqu'un Genevois se présente au Conseil fédéral de le soutenir. J'ai soutenu lorsque Monsieur Christian Lucher était candidat à la candidature. Je l'ai soutenu parce que je considérais qu'effectivement, il était quelqu'un de compétent et qui pouvait assumer. Lorsque Monsieur Pierre Maudet a fait sa campagne, j'ai soutenu Monsieur Pierre Maudet. J'étais convaincu qu'il aurait fait un meilleur Conseil fédéral que Monsieur Ignacio Cassis, malgré mes origines tessinoises. Si effectivement il y a le groupe UDC devait présenter Madame Amodru, à ce moment-là, moi, j'ai pas d'inconvénient de la soutenir. Madame Mazzo ? Il y a un enjeu de représentation de Genève. On voit à quel point, au sein du Conseil fédéral, il y a un manque de représentation des grandes villes en particulier, de représentation des grandes villes, mais aussi des différentes générations. On a des conseillers fédéraux qui tiennent dans 5 ans d'écart d'âge, toutes et tous. Donc, je pense que oui, s'il y a une candidature genevoise, c'est important que ces villes soient représentées, la nôtre en particulier avec cette fenêtre. Et je pense que ce serait aussi dans ce cadre-là qu'elle le ferait, cette vision de la Genève internationale, de cette fenêtre sur l'Europe, sur le monde, de la Genève humaniste. L'inverse est aussi possible. Monsieur Poggia, Madame Amodru, si Madame Mazone devait se présenter, est-ce que vous la soutiendriez ? Pourquoi pas ? Je pense qu'effectivement, tout ce qui peut permettre à Genève d'avoir un porte-parole. Encore une fois, c'est pas parce que nous sommes adversaires politiques que nous considérons que nos adversaires n'ont pas de valeur au pluriel. Je pense que Madame Mazone est une très bonne parlementaire des Verts, Monsieur Sommaruga un très bon parlementaire socialiste. La question qui se pose aujourd'hui pour les électrices et les électeurs, c'est sont-ils meilleurs que nous pour représenter Genève dans la Chambre des cantons ? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait du bon travail dans la perspective de leurs partis respectifs. Donc, bien sûr, si Madame Mazone est candidate, nous la soutiendrons parce que Genève doit être toujours mieux représentée, à supposer bien sûr qu'elle soit réélue le 12 novembre. Je souhaite. Madame Amodru. Alors bon, là, je dirais que dans l'absolu, si un Genevois se présente, moi, j'aurais toujours pour ambition de le soutenir. Ça me paraît une évidence parce que on a besoin que Genève soit mieux représentée. Puis surtout, j'aimerais qu'on ait une image un peu différente des Genevois. Les Genferei, je crois que plus personne n'en a envie.
Et ça me paraît une évidence que si Genève pouvait être revalorisée, ça me ferait très plaisir. L'autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est une vraie question qui va se poser, je pense, au mois de décembre, c'est est-ce que les Verts ont le droit ou pas à une place au Conseil fédéral. Ça, c'est une autre question. Mais si c'était le cas et que c'était considéré, personnellement, dans les autres partis, je soutiendrais toujours un candidat genevois face à n'importe qui. Une dernière question de ce débat, elle va s'adresser à chacune d'entre vous. Je vous demande vraiment d'être bref dans la réponse parce que je crois que c'est aussi important d'arriver à synthétiser cette réponse. C'est pourquoi est-ce que les Genevoises et les Genevois devraient vous envoyer au Conseil des États? Madame Mazzon. Parce que le duo que nous formons avec Carlos Maruga, c'est un duo qui représente ce que Genève veut apporter à la Suisse, la voix que Genève porte à la Suisse, cette vision progressiste sur les plans sociaux, environnementaux, de l'égalité et cette fenêtre sur l'Europe, sur le monde. Et on a acquis une reconnaissance et la reconnaissance de nos compétences au sein de la Chambre des cantons. Et cette reconnaissance, elle est primordiale pour avoir un impact, pour être influent à Berne. Carlos Maruga a assumé la présidence de la Commission des affaires juridiques. Pour ma part, je deviendrai présidente du Conseil des États l'année prochaine en cas de réélection. C'est une chance rare de faire rayonner Genève à Berne et de revendiquer plus d'intérêt et plus d'attention pour nos intérêts particuliers à Genève. En complément de ce que vient de dire Madame Mazzon, parce qu'effectivement, je partage ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait, c'est la cohérence de notre engagement à Berne avec les positions de la population genevoise exprimées lors des référendums et des initiatives fédérales, que ce soit sur les questions d'immigration, que ce soit sur les questions des relations internationales où il faut intégrer des dimensions sociales et des dimensions environnementales, que ce soit pour les services publics, notamment par exemple les soins infirmier fort qui a été accepté à Genève, et bien sûr aussi l'initiative sur les loyers abordables, où là ça a été vraiment un plébiscite de cette initiative, parce que Genève est composée de 80% de locataires, et il est indispensable que la voix des locataires puisse encore se faire entendre au Conseil des États, plutôt que celle des milieux immobiliers. Merci. Madame Armaudru, même question. Bon, je pense que ça fait 16 ans que la gauche représente Genève au niveau du Conseil des États, et je pense que Genève n'est pas bien représentée. Pourquoi je dis cela? Si on regarde les dernières élections du Grand Conseil, on voit que 60% de la population souhaite avoir des personnes de droite. Si on regarde maintenant les résultats du Conseil national, également, la droite est largement majoritaire. Donc, il n'est pas concevable que la Chambre haute de Genève n'ait pas de représentants du centre et de la droite. Ça me paraît déjà une évidence. Deuxièmement, peut-être, ce qui est aussi important, c'est d'avoir du poids à Berne. Alors, avec leurs propres idéologies, moi, je reconnais totalement qu'ils font du bon travail. Cela étant, on voit que les Verts ont énormément diminué. On voit que le premier parti de Suisse, c'est quand même l'UDC, et que de ce fait d'avoir des représentants du plus grand parti pour Genève dans la Chambre haute, c'est également un avantage et du poids. Mais surtout, moi je pense, si on veut penser à l'avenir de Genève, on doit avoir aujourd'hui des personnes du centre et de droite. Merci, Monsieur Poggia. Question difficile. Je suis meilleur à faire la promotion d'un sujet auquel je crois que de moi-même. Mais enfin, je dirais ceci. Pendant 10 ans, d'abord, quand je suis rentré au Conseil d'État, on se disait « N'envoyez pas Poggia, il va être tout seul, isolé, parce qu'il va être contre la droite et contre la gauche. Il va pas faire du bon travail. » Maintenant, après 10 ans, on a vu que je suis quelqu'un qui est capable de réunir aussi des majorités sur des sujets qui font sens pour la population. Je suis un homme de dialogue, je suis un homme de consensus, et je crois que les valeurs, que ce soit les valeurs humanistes, sociales, les valeurs de la Genève internationale, eh bien, peuvent être portées par d'autres que par des députés de la droite. Et puis, je pense que dans un sujet aussi délicat, comme celui de la santé, où il y a une forte attente des Genevois, je pense que malheureusement, on a un système à Berne dans lequel la droite n'écoute plus la gauche et la gauche a désespéré d'écouter la droite. Donc, je pense qu'à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui soit de droite, qui viennent avec un discours que je considère être de bon sens, parce que c'est pas un discours de dogmatisme, on s'en rend bien compte aujourd'hui où les dogmatismes de part et d'autre nous ont menés, eh bien je pense que c'est de nature à faire évoluer ce débat, et
j'ai peut-être l'immodestie de penser pouvoir le faire. En tout cas, je mettrai mon énergie pour le faire. Merci beaucoup. Merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à nous retrouver dans la tribune et sur nos plateformes digitales pour suivre la suite de cette campagne au Conseil des États. Et puis évidemment, le 12 novembre, dès midi, en direct, pour les résultats de cette élection. Je vous remercie. Bonne soirée.